Nadia vous propose Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadia Hadawi. Ça déménage. Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Monet Belhaj, qui est aussi une collègue, mais qui est aussi beaucoup d'autres choses, une collègue depuis des années. Bonjour Monet Belhaj. Bonjour Nadia, bonjour tout le monde. Voilà, je te dis bonjour avant de te présenter. Donc Monet Belhaj, d'abord des études de lettres françaises, c'est comme ça que je t'ai rencontrée à la fac. Voilà, oui. Puis tu es journaliste à la presse, Oui. Animatrice radio ici même à RTCI. Voilà. Puis tu entres dans l'art, par la grande porte. Tu deviens graveuse sur bois, Oui. comédienne. Mhm. Et puis tu écris aussi des textes. Tu as aussi participé aux 2 productions de théâtre radiophonique sur RTCI, donc Gézeli Laleya Oui. et Antigone et Antigone. Rhinocéros. Donc, oui. Voilà. On va parler de tout ça aujourd'hui et je suis contente aussi de t'associer à une petite interview qu'on a faite l'année dernière à Amin Maalouf, l'écrivain libanais qui vient d'entrer à l'Académie française. Oui. Et donc, on va l'écouter aussi tout à l'heure. Et aussi, on va célébrer la fête de la musique qui se fait Quelle bonne idée, quelle bonne en chose. Tunisie toute la semaine Oui. avec la musique alternative, Moussika Salem, plein de groupes libanais, égyptiens, tunisiens qui se rencontrent et c'est ce bouillonnement de la jeunesse. Monet qui te Oui, fait oui. plaisir aussi. Absolument, absolument. C'est-à-dire que depuis le fameux 14 janvier, depuis, on a eu quand même la naissance, enfin, peut-être pas la naissance, mais en tout cas, nous, on a eu l'occasion d'écouter des jeunes s'exprimant sous différentes formes et ça faisait vraiment plaisir à voir parce qu'il y a beaucoup de vigueur dans tout ce qu'ils entreprennent. Bien que cela inquiète, mais il y a beaucoup d'espoir et d'attente par rapport à cette jeunesse de la révolution qu'on appelle... Ah oui, ça. Oui, tu soupires, Monet. Alors, on va peut-être démarrer avec notre interview de Amin Maalouf, qui est en 3 parties. Donc, j'ai séparé les 3 questions. Bien sûr, je rappelle qu'Amin Maalouf est déjà pris Goncourt en 1993 Avec pour Le Rocher de Tagnos, oui. que tu connais aussi, Oui. Mona. Il entre donc à l'Académie française après 2 refus de suite en 2004 et 2007. Mais avant lui, Essia Djebar est rentrée à l'Académie française, l'Algérienne Essia Djebar, en 2006. Et c'est aussi parce il avait signé le manifeste La littérature monde qui a renié la francophonie dans un manifeste sorti dans le journal Le Monde que les académiciens Ils lui en ont voulu. lui ont voulu, voilà, qui l'ont rejeté Oui. en 2007. Et donc, il a aussi donné un magnifique discours pour son prédécesseur dont il prend le fauteuil numéro 29, Claude Lévi-Strauss. Oui. On lira à la fin de discours magnifique, là, le discours d'un Levantin qui veut rester un médiateur entre les 2 rives. Et qui le fait parfaitement. Qui le fait parfaitement, oui, qui dit je ne veux pas enjamber les murs, moi je veux les casser, je veux les saper. Et je m'emploierai à ça avec mon écriture. Et c'est ce qu'il bref. dit tout à fait, c'est l'idée un peu qu'il défend dans son ouvrage Les identités meurtrières. Oui, un très bel ouvrage depuis qu'il a écrit Les Arabes vus, les croisades vues par les Arabes. Il avait cette idée-là, je crois, de continuer ce combat. Jeannette, alors on commence à écouter le premier élément, la première question. C'était comment avez-vous perçu les bouleversements qui traversent le monde arabe? Donc on lui avait posé la question en 2011 lors des états généraux de la promotion du français dans le monde, donc à Paris, où il a fait l'ouverture et on lui avait posé cette question sur la révolution dans le monde arabe. D'abord, je trouve que ce qui est arrivé cette année, depuis le début de l'année, et même depuis décembre de l'année dernière, est fascinant. J'ai vécu tous ces événements avec bonheur, je dirais même souvent avec fierté. Bien entendu, nous avons aujourd'hui dépassé la période de l'enthousiasme initial et là, nous sommes dans la période forcément
longue, difficile, délicate de la transition. Cette période va être décisive pour déterminer l'avenir pour tous les pays qui ont connu ces changements. Est-ce qu'on va aller vers la construction de sociétés modernes, démocratiques, développées, qui vont satisfaire tous les besoins matériels et autres de la population? Ou bien est-ce qu'on va avoir une transition prolongée, difficile, pénible, parfois violente? À l'heure où nous parlons, c'est difficile de dire ce que va être cet avenir, mais j'observerai tous ces changements avec intérêt et avec préoccupation. Voilà, donc c'était un peu dans un environnement un peu bruyant, mais on aime bien ce qu'il dit, donc il reste à l'observation. On aimerait aujourd'hui lui reposer la question, mais il doit être un peu plus inquiet, il l'observe toujours. Mais on est toujours dans ce qu'il dit, dans cette transition prolongée, difficile, pénible, parfois violente. Il avait compris que ça allait pas être du jour au lendemain. C'est clair. C'est-à-dire que dans les livres d'Émile Malouf, c'est ça qui est bien, c'est que quand on prend Les Jardins de Lumière, quand on prend Samarcande, certes, il parlait du passé, mais il n'empêche que si on relit ces ouvrages, on peut voir un peu ce qui nous attend. On peut y voir aussi un avenir possible, un avenir, oui, tout à fait possible, et voilà. Et il nous montre aussi à quel point il est inutile de passer par certains chemins. Oui, voilà. Monet, tu as absolument raison, parce que la deuxième question qu'on lui a posée, et tu as peut-être deviné, les écrivains ont toujours eu cet instinct formidable pour nous prévenir de ce qui va advenir, comme vous l'avez fait, monsieur Émile Malouf, et voilà ce qu'il nous répond. Les écrivains, parce qu'ils ont une sensibilité un peu à fleur de peau, et aussi probablement parce qu'ils sont préoccupés par ce qui arrive sans être impliqués directement dans l'action politique, peuvent sentir venir les événements. Pour être honnête, je n'ai pas prévu tout ce qui allait arriver, j'ai eu une divine surprise, je l'ai certainement souhaité. J'ai écrit dans mon dernier livre que l'un des plus graves problèmes dans le monde d'aujourd'hui était le manque de légitimité des dirigeants du monde arabe, et je pense que ça a éclaté au grand jour pendant cette année. J'espère profondément qu'on va pouvoir construire quelque chose de plus avancé, de plus stable, de plus satisfaisant pour toute la population. Il y a une lune de miel entre le monde arabe et l'Occident. Toutes ces manifestations se sont déroulées sans aucun slogan hostile à l'Occident, et pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement encourageant et d'extrêmement sain. C'est trop tôt pour dire si c'est un phénomène durable ou passager. J'espère qu'il sera durable, qu'on pourra construire une nouvelle relation avec la bonne volonté des deux côtés, mais on est encore dans une période de tumulte, et l'historien amateur que je suis n'ose pas encore se prononcer. Je dirais que j'ai plus des espoirs, des attentes que des certitudes. Il reste bien modeste, hein, en tout cas, Monet. Je veux dire que les personnes, les grands hommes sont toujours modestes. Et donc il dit qu'il attend, comme tout le monde, que en modeste historien amateur, il dit je suis un historien amateur, alors mais que... c'est ça, c'est que c'est-à-dire que plus on sait, plus on se rend compte à quel point on ne sait pas. On ne sait pas assez. Et ceux qui savent très peu, ils sont face à ces personnes qui doutent. Il y a des personnes qui sont sûres, qui sont certaines, qui ne savent pas grand-chose, et ça leur suffit. Et en fait, il se fait modeste aussi parce que on devrait écouter plus les écrivains, alors que lui, quand il a parlé dans les identités meurtrières, Monet justement dont tu parlais, il a prévu tout ça, les retours du tribalisme, le retour du refoulé en fait. Absolument, tout à fait. Et puis, à part, tu sais, Ned, il y a un ouvrage qui est passé assez inaperçu, c'est Le 1er siècle après Béatrice. Oui, un très bel ouvrage. C'est un très beau livre, et qui, lui aussi, nous montre comment la science peut être mise au service d'une certaine malveillance et d'une ignorance qui peut conduire à la perte de l'être humain.
Oui, un magnifique ouvrage. D'ailleurs, hier, je le conseillais à quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce que je peux lire d'Amin Voilà, Maalouf. Nadia, on devrait se rencontrer plus souvent. Oui, Décidément, nous sommes nous sommes tout à fait d'accord, n'est-ce pas, toi et moi? Oui, absolument. Alors, la dernière question, justement, Monet, j'avais pas prévu qu'il allait entrer à l'Académie française, mais je lui ai posé la question sur la francophonie précisément. Que sera la francophonie dans ce contexte inédit pour nous tous? Et voilà ce qu'il répond. Une francophonie qui se perçoit comme alliée des langues voisines, des langues partenaires et notamment de l'arabe, a un grand rôle à jouer dans l'évolution de la Méditerranée. Il me semble, mais vous devez le savoir mieux que moi, que le mot clé qui a déclenché beaucoup de choses en Tunisie était un mot français qui était dégage, et après on l'a traduit dans divers pays de diverses manières. Je me souviens même que les premières manifestations égyptiennes avaient repris le mot lancé à Tunis qui était dégage, et puis après on l'a traduit en erhal. Je vois ce mot comme un peu comme une étincelle. Il y a quelque chose qui s'est transmis entre ces mondes, et je pense que les idées doivent circuler, que les valeurs essentielles sont communes à toutes les civilisations. Voilà, tu as vu. Mais il a tout à fait raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a aucun complexe à avoir par rapport à tout ce qu'on a pu absorber comme langue en Tunisie. C'est ridicule de vouloir écarter et le français et ceci et cela. C'est absolument ridicule. On essaie d'écarter ces langues parce qu'en fait, on se rend compte à quel point le niveau est très bas en langue arabe aussi. Oui. Et donc, au lieu d'améliorer le niveau d'arabe, en améliorant l'enseignement, on s'attaque à la langue française et on met dessus toutes ces histoires de colonisation et de... Avant, effectivement, ils voulaient la France, mais ça a toujours été, quel que soit le pays qui veut être fort, il a intérêt à exporter sa langue. Il a intérêt à ce que sa langue soit parlée partout. Et donc, c'est d'abord pour des raisons économiques. Bon, il se trouve qu'à Tunis, là on rentre dans des sujets, mais il se trouve qu'à Tunis, de toutes les manières, c'est une terre qui a été traversée par tellement de populations, par tellement d'histoires et d'idées, et d'idées que effectivement, tu sais, Nadia, quand je travaillais ici à la radio, il y avait Hamzaou qui était chez ici, et donc on discutait ensemble et il m'a appris quelques mots en berbère. Lui, il parlait berbère. Par exemple, il m'a appris Zmet Lahwalem, qui veut dire comment ça va. Zmet Lahwalem. Et dommage que je n'ai pas pu rester davantage avec lui dans le KGB parce qu'il fallait chaque fois que je vienne travailler au studio, mais j'aurais abandonné volontiers le studio pour qu'il m'apprenne davantage de vocabulaire. Mais il parle couramment berbère chez lui. Oui. Intervenir aujourd'hui dire non, le berbère non, le français non, le machin non. Bon, si on va s'enfermer dans une langue, autant s'enfermer dans une pièce et crever tout seul, quoi. Oui, et même que la francophonie, elle a des idées, elle a des problèmes aussi en France, enfin dans le centre de la langue française. Et c'est pour ça l'enseignement est de plus mauvais. Le manifeste de la littérature monde, c'était pour dénoncer l'apartheid littéraire qui isolait ceux qui écrivaient en français qui étaient étrangers. Alors qu'ils ont fini tous par avoir les prix littéraires aujourd'hui, le Goncourt et tout, c'était des gens de l'étranger. Absolument. Justement. Et par exemple pour les Belges qui écrivent en français, on ne parle pas de littérature francophone. Les Belges, on parle de littérature française. Oui. Lorsque les Belges écrivent en français, à cause de l'Union européenne. Non, ça date de bien avant. Voilà, alors on va quand même faire une petite pause musicale parce que Monet Belhaj aussi va nous lire un texte tout à l'heure, son très beau texte Mémoire gravée. Et Monet, tu as choisi d'écouter Bob Dylan, Blowing in the Wind, qu'on offre à notre génération. Absolument.
Bonjour, aujourd'hui mon invité est Monet Belhaj, que je suis contente d'associer à ce jour pour fêter la musique, pour fêter la littérature, pour fêter beaucoup de choses, parce que Monet est artiste tout court, moi je dirais, depuis bien longtemps, et elle va nous lire son texte, son très beau texte en langue arabe, Mémoire gravée. سنين كي نخرج من الدار نسكر على نفسي ونعمة يكفي اللي شفت قبل. كي نروح ندور المفتاح ونقفل على الشارع ونخليه لبرا ونحيا نسول ونجول في الدار، ومن بعد نمشي لهاك البيت في قاع جنينة، ندخل ونرد الباب ورايا ونلقى دنيتي، الضارب بالمنقلة، اللوح والمربوع وريحة الدون محلاها، وكتب وأوراق وقلمات، نقرأ ونتشعبت ونزور الشمس والقمرة والأفلاك والأرض نشوفها من الفوق وننقش حكاية قديمة. عثرت في زربية قعدت نغزر لها وغطست فيها الصوف والتهمة، نسيت تكبس على جباد وتساعد في قصبة النير، وبعد المرود بشوية تعدي الخلالة وتظهر الألوان، فوة ودودة ورمان وزنزاري، نسيت سمي كل نقلة، جناح خطيفة، سنينات فار، لقيت نفسي ننقش، وكل نقلة تحل طريق، موج نقش خلخال، يدك في يد خوك، حكايات وخرافات، نسيت تنسج وتغني، كانون على العين ما تزر، نساء تلفت لهم، نساء خيرتهم بلا وجوه، نقشتهم على اللوح، كل وحدة وقعدتها، كل وحدة وحدتها، واللي ما كانت لوش مراية يتصور الحكاية. Voilà. Donc tu as pas lu tout le texte, Monet, non. Et ce texte que tu as présenté aussi dans les courtes mais bonnes al Teatro. Voilà, c'est un texte que j'ai en fait, Zayn Farhat m'avait proposé de passer dans Courte mais bonne, et elle m'avait proposé d'écrire un texte sur un tableau que j'avais gravé, et pour parler de ce travail, donc j'ai commencé d'abord par me situer par rapport à la gravure sur bois. Voilà. Et donc, ces femmes fleurs sans visage dont parle Souad Beslimane dans le très beau portrait qu'elle t'a fait sur oui, je l'en remercie presse. vivement, vraiment. Oui. Alors, et où tu parles aussi de la Révolution et de ce que tu as perçu, toi, cette inquiétude, cette douleur. C'est-à-dire que ce texte s'adresse aux martyrs et aux blessés de la Révolution. Parce que c'est quelque chose qui m'est en fait arrivé. Alors je te raconte en 2 mots. J'ai gravé un tableau et j'ai voulu prendre les images, les photographies des martyrs. C'était un peu qui serait un peu comme la mauvaise conscience, oui. Que je mettrais. Et au moment où j'allais découper ces portraits, j'ai pris les ciseaux, comme je fais pour chaque fois que j'ai un collage, parce qu'on peut déchirer avec les mains ou les ciseaux. Là, j'ai pris des ciseaux. Et au moment où j'allais couper, je me suis rendu compte que j'ai failli couper l'oreille d'un des martyrs sur la photo. Alors, j'ai eu très peur. Alors, du coup, je commençais à découper de loin. Et puis après, j'ai eu peur de toucher à un cheveu. Alors après, j'ai pris la photo, je l'ai collée en entier. Mais pour la coller, il faut passer le pinceau. Je n'ai pas osé passer le pinceau sur son visage, alors j'ai collé avec les doigts, et puis alors je ne raconte pas la colle sur les cheveux et partout. Mais quand j'ai raconté ça à Zayn, elle m'a dit, tu m'écris un texte, tout de suite là-dessus. Et quand j'ai écrit le texte, je n'ai fait qu'en fait que dire ce que j'ai ressenti, parce que chaque fois que je prenais la photo d'un des martyrs, je la regardais, et puis je l'imaginais très bien, j'imaginais sa vie, le regard de ce jeune homme, je l'imaginais très bien. En train de jeter des pierres. La jeune fille, je l'imaginais très bien. Elle venait de faire ses... Bon, alors,
elle a fait ses études, pour moi, elle avait trouvé du travail. Et voilà qu'aujourd'hui, elle qui est sortie dans la rue, qui a manifesté, je la regarde et je lui dis, تعرف comment تعرف خرج خرم ما هو خرم. Et je m'adresse à chacun, je m'adresse. À chaque image, je m'adresse à ce jeune homme. Après avoir parlé de lui, je lui dis, تعرف ها وش صار وش صار وش صار. Je m'adresse à la jeune fille et je lui dis, تعرف ما هو خرج خرم ما هو خرم. ما يخرجت ناس. درا أنا كهف كانت مدغورة وقت اللي أنت كنت حارب في الشارع. هموم خرجت كشها طالعة وقالوا لك عورة. وبكفن أكحل قرروا باش يدفنوك أنت الغايبة وأختك اللي ما زالت تبكي عليك. Donc, je parle à ces personnages. Ensuite, je prends un bébé, تي كيفاش وصلوا لك ما زلت في القماطة بوك شادت تصويرتك وسكات وطالع قبب. Et chaque fois que je vois une de ces photos, c'est plus fort que moi. Je veux dire, il y a une espèce de dialogue et puis ce sont les photos qui me regardent. Il y a un moment où c'est plus moi qui les regarde, c'est eux. C'est eux, absolument. Oui, c'est un texte très très fort, Monet. On espère que tu continueras à écrire, en tout cas. Hein. Écoute, j'espère, parce que c'est franchement 2 fois que j'écris Bederja, et c'est les 2 fois, j'avoue, grâce à Zayn Farhat, il faudrait qu'elle me donne d'autres occasions de le faire. Il faut ouvrir les portes de cette caverne de l'inconscient, d'ailleurs, qui est aussi ouverte dans le théâtre. Il nous reste un peu de temps, mais je voudrais encore que tu parles, Monet, du théâtre que tu aimes beaucoup aussi, des personnages qui reviennent aujourd'hui, que tu dis qui sont toujours actuels. Donc, tu as joué Jézia Hilalienne, donc dans l'adaptation qui a été faite ici à RTCI de Mohamed Merzougui, adaptée par Anwar Ataya et mise en scène par Mokhtar Louzi, voilà. Donc, Jézia Hilalienne, mais également Antigone de Hanouille, mise en scène aussi par Mokhtar Louzi, mais aussi Rhinocéros de Ionesco. La rhinocérite, justement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, on y est en plein. De toute façon, la rhinocérite, c'est depuis très longtemps. La rhinocérite, c'est comme on voit les premières cornes de rhinocéros dans Ionesco, les premiers rhinocéros. C'est la maladie des troupeaux. C'est la maladie, oui, c'est la maladie des idées qui tuent, en fait. Et qui transforme les personnes au point de les éloigner de tout. Tous les endoctrinements, voilà, il y a longtemps c'était le nazisme. Aujourd'hui, on peut parler d'un extrémisme religieux. Voilà, on est dans le siècle de l'extrémisme religieux. Il faut faire attention à ne pas... dès qu'il y a un extrémisme, il y a danger. Dès qu'il y a extrémisme, on va droit vers les interdits à ce sujet. Pourtant, Malraux avait dit que ce siècle mystique serait ou ne serait pas. Oui, mais il semblerait que Malraux, je ne sais pas, lui, il n'est pas. Si tu veux, les gens de sa religion ont traversé leur Moyen Âge. Nous ne l'avons pas encore. Nous n'avons pas encore passé cette étape. Et cette étape, j'espère que nous n'aurons pas à la suivre. Comme je vous invite à lire Le nom de la rose. De Umberto Eco, l'Inquisition. Avec toute l'Inquisition. Et je veux dire que voilà un écrivain encore qui nous a raconté ce qui s'est passé. Ce n'est pas la peine de recommencer l'histoire. Ce n'est pas la peine de recommencer l'histoire. Il va y avoir des victimes, il va y avoir des morts, il va y avoir des guerres. C'est ridicule. Pour, à la fin, sortir de tout ça et rejeter. Je veux dire, dès qu'il y a extrémisme, il y a par la suite un raz-de-marée, puis un rejet. Voilà. Franchement, apprenons à tirer des leçons du passé de l'humanité. C'est tout. Les personnages féminins, Monet Belhaj, Jézia Hilalienne et Antigone, donc ces 2 femmes qui reviennent pour résister à l'histoire qui s'écrit par les hommes peut-être. Écoute, aussi bien. Moi, j'aurais tendance à comparer Jézia à Alissa. Parce que Elissa, elle a dû, elle aussi, fuir son frère, fuir des guerres, et puis elle a dû sauver son peuple. Comment? En acceptant de se sacrifier pour ce peuple et fonder donc Carthage. Jézia, elle aussi, elle accepte
elle se sacrifie entre guillemets. Il faut avoir un sacré caractère. J'imagine que la vie dans le Sahara n'est pas facile. Et c'est une femme qui est très dure, aussi dure que les hommes, mais avec un cœur aussi. Par exemple, quand elle est amoureuse, elle sait bien taire son amour, mais elle sait se marier pour unir les familles, pour éviter des guerres, mais aussi pour faire profiter sa famille. Elle fait de la politique, et donc c'est une sacrée femme avec une sacrée personnalité. Et Antigone, elle est magnifique. Antigone est magnifique parce que elle nous montre que celui qui est libre, c'est celui qui n'a pas le pouvoir. C'est celui qui peut dire « non, je ne veux pas ». Alors que celui qui a le pouvoir, en principe, celui qui a le pouvoir, il a beaucoup trop d'obligations. Il est obligé de faire trop de choses. D'ailleurs, Créon, lui-même, le roi, il a pris ce travail, j'allais dire. Il n'a accepté de monter sur le trône que parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse, et comme un ouvrier doit s'atteler à sa tâche. Et le pouvoir n'est pas... il est ingrat. Voilà, donc et Antigone est absolument magnifique, et elle se sacrifie pour ses idées, mais par rapport à... pour ses idées, mais pour des principes humains. Elle veut enterrer son frère, et Créon a décidé que ce serait le mauvais exemple. Et Créon tient un discours qui est d'actualité. Et il raconte à Antigone comment il avait le choix d'enterrer un frère ou l'autre. Et parce qu'il fallait absolument donner un exemple, le bon exemple et le mauvais exemple. Et donc le châtiment, et donc il faut faire peur au peuple. Et donc il a choisi un des frères au hasard. Et donc on se rend compte à quel point faire de la politique, c'est aussi faire preuve de beaucoup de bassesse. Oui, Monet Belhaj, j'étais en train de penser que tu avais joué aussi dans les Clés Lille. Oui, quel plaisir. Oui. Et on se demande si tu vas peut-être écrire des textes, maintenant revenir à des textes comme ça, soit de théâtre ou des textes de création tout simplement. Écoute, j'ai toujours aimé écrire, et puis bon, qui sait, en tout cas j'ai beaucoup aimé jouer, mais je suis plus à l'aise dans l'écriture que sur scène. J'ai un trac fou, et je me rends très bien compte que je ne suis pas faite pour être vraiment sur scène. J'ai un trac fou, et toi-même tu as vu que... Ça ne se voit pas, hein, ah bon, en tout oui. cas. En tout cas, il faut sortir ces choses, cette caverne dont tu parles, Monet, l'inconscient, tout ce... Pour l'instant, je l'aggrave. Toutes ces Et choses. je la peins. C'est très bien, parce que le bois, c'est la terre, donc ça te absolument, permet c'est naturel, et puis voilà. Donc... tu sais, à partir du moment où on s'attaque à l'écriture, à la peinture, à la gravure, quelle que soit cette activité artistique, tu sais, on est toujours en train de se remettre en question, et on doute, et j'invite tous les certains à douter un petit peu, ça leur fera du bien. Merci beaucoup, Monet Belhaj, de m'avoir fait le plaisir de venir à Café Noir. Écoute, merci à toi, et puis ce café est excellent. Merci Jeannette. Mohamed Ali est là pour les informations. Au revoir. Au revoir. Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadia Hadawi. Ça déménage.